Bonjour à tous, bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais dire que c'est un honneur pour moi, ici, pour présenter les résultats préliminaires de mon travail en face de tous ces experts et de tous ces professeurs. Eh bien, le sujet autour duquel s'est construit notre travail de recherche s'intitule comme suit « Soulever le barrage. Sociologie d'attention dans les relations entre forces de défense et de sécurité et population à Tengrela ». Le plan de ma présentation est la suivante. D'abord, nous allons parler du contexte, des constats de recherche, des questions de recherche, des objectifs et la méthodologie que nous avons mobilisée pour collecter ces données, les principaux résultats, les défis et les limites, les points à creuser et les enseignements que l'on peut tirer de ce travail de recherche. Au niveau du contexte, il faut dire que depuis juin, toutes ces présentations qui ont été faites sur la Côte d'Ivoire, on a pratiquement le même contexte. Parce que nous sommes dans une phase de prévention et de repose à la propagation du phénomène de l'extrémisme violent, dont l'État a déployé des forces de défense dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve qu'il y a une mauvaise cohabitation entre les forces de défense et les populations locales. Au niveau des constats, nous avons fait ces constats sur la base des lectures exploratoires et sur la première phase de collecte de données, c'est-à-dire l'enquête exploratoire que nous avons eu à mener. Le premier constat, c'est la privatisation de la fermeture des frontières et cohabitation conflictuelle entre population et FDS dans la localité de Tengrela. Les barrages comme lieu de cristallisation des relations entre FDS et population est le second constat. La démultiplication des pistes de contournement de la voie légale entre résilience et opportunité d'extrémisme violent est le troisième constat. Ces constats soulèvent les questions de recherche suivantes. La question principale, c'est comment les tensions entre les FDS et population peuvent constituer un ferment de l'extrémisme violent. De cette question principale découlent trois autres questions spécifiques. La première question, c'est quels sont les objets autour desquels émergent les tensions entre FDS et population. La deuxième question, c'est comment les barrages deviennent des lieux d'expression de tensions entre population et FDS. Et la troisième question, c'est en quoi les tensions, c'est-à-dire les tensions entre FDS et population, et les pistes de contournement peuvent constituer des opportunités d'infiltration et d'installation des groupes extrémistes violents. À travers ces questions, nous voulons atteindre quelques objectifs. L'objectif général de cette étude, c'est d'analyser les risques de récupération par les groupes extrémistes violents des opportunités qu'offriraient les tensions entre les FDS et les populations. Le premier objectif spécifique, c'est d'identifier les objets autour desquels émergent les tensions entre les FDS et les populations. Le second objectif spécifique, c'est d'analyser comment le barrage devient des lieux d'expression des tensions entre population et FDS. Et le troisième objectif, c'est de montrer en quoi ces tensions entre FDS population et les pistes de contournement peuvent être des opportunités d'infiltration et d'installation des groupes extrémistes violents. Pour avoir les résultats préliminaires de cette étude, nous avons utilisé une méthodologie que je vais présenter. Nous avons utilisé l'approche historique qui est basée sur les récits et sur les témoignages, c'est-à-dire nous sommes allés vers les personnes et nous avons collecté des données, des récits et des témoignages. Nous avons fait des observations directes. Les observations directes ont consisté, je me suis rendue sur les pistes de contournement. Comme une passagère, j'ai pris une moto et je suis allée sur ces pistes de contournement pour voir ce qui se passe réellement sur ces pistes de contournement. Qu'est-ce que les FDS contrôlent véritablement sur les pistes de contournement? Quand tu arrives sur les pistes de contournement, qu'est-ce qu'on te demande? Et combien il y a de pistes de contournement en moyenne? Combien de barrages l'on trouve sur les pistes de contournement? Nous avons fait des entretiens individuels, des entretiens de groupe. Les principales catégories d'acteurs, nous avons... Allô.
des acteurs institutionnels, c'est-à-dire les préfets. Nous avons eu à nous entretenir avec la population, les chauffeuries traditionnelles, les leaders communautaires, les facilitateurs communautaires, les responsables des associations et les commerçants et transporteurs. Cette méthodologie nous a permis d'avoir quelques principaux résultats que je vais présenter. Dans la présentation, vous avez vu qu'il y a 3 types d'objectifs que nous voulons atteindre. Mais ce n'est pas structuré, c'est-à-dire il n'y a pas des résultats à part. C'est un schéma que je vais faire. Je vais expliquer le schéma au fur et à mesure pour montrer en quoi ça peut constituer un terreau fertile à l'émergence des groupes terroristes. Il faut dire qu'à Tengrela, il existe bel et bien des tensions entre les FDS et les populations. Il existait des tensions, mais ces tensions se sont accrues lorsqu'il y a eu la fermeture des frontières. Et cela, c'est depuis 2020, où il y a eu la maladie de coronavirus. Les frontières ont été fermées de façon officielle, mais de façon officieuse, les frontières ne sont pas fermées. Et la fermeture des frontières a augmenté le nombre de barrages. Certes, il existait des barrages sur la voie légale. Mais lorsqu'il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu cette nouvelle activité qui est le commerce transfrontalier. Les frontières sont fermées, mais les gens veulent aller toujours soit au Mali ou bien rentrer en Côte d'Ivoire pour les différentes activités. Mais les frontières sont fermées. Comment faire pour s'y rendre? Et les jeunes de cette localité ont développé une activité qui est le commerce transfrontalier. Et ils passent par les pistes de contournement. Les barrages sont installés sur la voie légale, mais également sur les pistes de contournement. Sur les pistes de contournement, les barrages, que ce soit sur les pistes de contournement ou sur la voie légale, ce sont les dispositifs de régulation. C'est-à-dire les FDS, de façon officielle, mettent ces barrages pour voir qui rentre ou bien qui sort. Mais de façon officieuse, ce sont des espaces de marchandisation de la fermeture des frontières. Parce que quand tu arrives au barrage, quand je suis partie avec l'agent de moto-taxi, arrivé au barrage, il nous a demandé où est-ce que vous partez. On lui a dit, on va dans un village saluer des parents. Il nous a dit, vous savez que les frontières sont fermées. On dit oui, ok, donnez pour nous, vous allez passer. Il y avait un autre groupe qui était arrivé, on leur a demandé de soulever le barrage, ils vont passer. C'est-à-dire, il faut donner quelque chose et puis on va te laisser passer. C'est-à-dire, ces espaces, ces barrages ne sont plus des lieux de contrôle de l'identité ou bien même de ce que tu as pour passer. Mais ce sont des lieux où les FDS sont là pour raqueter, pour demander de l'argent, pour stocker de l'argent aux passagers pour passer. Après la fermeture des frontières, il faut noter qu'il y a une faible affluence sur la voie légale. Les agents de moto-taxi ou bien toutes ces personnes qui veulent aller au niveau du Mali ou bien aller dans les autres villages, ils ne passent plus par la voie légale, mais ils passent par les pistes de contournement. Et ces pistes de contournement, ils ont dit que de façon officielle, il y a une existence de plus de 20 pistes de contournement. Et chaque jour, les pistes de contournement se créent. Une fois, un agent de taxi est perçu par un FDS, le lendemain, ils changent de voie. Chaque jour, il y a des pistes de contournement qui se créent. Et il y a une forte affluence sur ces pistes de contournement même que sur la voie légale. Et au niveau de la forte affluence sur les pistes de contournement, il faut noter que c'est la nuit qu'il y a la forte affluence. Pourquoi la nuit? La nuit parce qu'il y a moins de barrages. Quand je parle de barrages, ce ne sont pas des lieux physiques, les barrages comme vous connaissez, où dès que tu arrives, tu vois un poste qui est là. Quand tu prends la voie légale de Tengrela jusqu'à la frontière de Côte d'Ivoire-Mali, tu vas trouver un agent qui est arrêté là, il n'est pas un poste. Mais le fait qu'il soit arrêté là, s'il te siffle, c'est un barrage. Et de là, tu vois quelqu'un d'autre, tu vois un autre corps devant là-bas, il va te siffler, c'est un barrage. Et ces personnes-là, ils préfèrent aller la nuit, parce que la nuit, il y a moins de barrages. La nuit, les autres corps, excepté les militaires, ils rentrent chez eux. Seuls les militaires sont sur la voie légale pour voir qui rentre, qui sort. Et ils sont là, ce n'est pas pour savoir qui rentre, qui sort, mais c'est juste pour soutirer de l'argent à tous ces passagers qui vont passer. Ce sont des tricycles, c'est la nuit qu'ils arrivent. Les gens viennent pratiquement des autres villes, ils arrivent là, comme la distance c'est longue, ils arrivent là soit à 20h, 21h, et dès qu'ils arrivent au niveau de la gare, il y a les tricycles, les motos qui sont déjà réunis,
on les ramasse, et soit à 22h jusqu'à 3h du matin, les gens traversent la frontière, ils s'en vont au Mali. De même, les gens traversent la frontière, ils viennent en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est la nuit que ça se passe. Donc, de toute évidence, s'il y a une forte circulation la nuit, c'est que dans la journée, les gens ne circulent pas trop. Parce que dans la journée, tu vas rencontrer les FDS, ils vont te stocker de l'argent. Si tu as pris une personne à 15 000 francs, à chaque barrage, cette personne devrait payer 2 000 francs. Si vous êtes deux sur la moto, chacun paye 2 000 francs à chaque barrage. Et vous pouvez trouver en moyenne 5 barrages. J'ai fait une enquête participative. Je suis passée sur ces barrages-là et à chaque barrage, j'ai payé 2 000 francs. C'est lui qui m'a accompagné également. Nous avons payé. Il faut aussi noter que la fermeture de frontières, au niveau de la fermeture de frontières, a aussi brisé les liens. Parce que la frontière, c'est un espace de transaction. Transaction de la vie sociale. Il y a des parents qui sont dans la localité de Tengrala ou bien dans les sous-préfectures, qui ont leurs parents dans les autres villes, bien dans les autres villages du Mali. Ils vont parfois les saluer ou même aller prendre des médicaments là-bas. Il y a d'autres même qui quittent la ville de Tengrela ou bien les villages pour aller se faire soigner dans le premier village Kakoli qu'on trouve. Ils vont se faire soigner là-bas. C'est aussi un espace économique. Il y a des Maliens ou bien des personnes qui quittent là-bas pour venir acheter l'essence en Côte d'Ivoire, dans les stations. Au niveau de Tengrela, ils viennent acheter l'essence et puis ils retournent là-bas. Et c'est un espace économique parce que ça permet aux agents de mototaxi de faire le... Et cet espace de transaction et les barrages qui constituent de façon officielle des dispositifs de régulation, mais en même temps, un espace de marchandisation fait que les populations ont une représentation cristallisée des barrages. La population ne perçoit plus des barrages comme des lieux de sécurisation, comme des lieux de contrôle, mais ils perçoivent les barrages comme des lieux de raquettes. Ils voient la présence des FDS comme une sanction. Ils voient les FDS comme des prédateurs plutôt qu'un gage de sécurité. Les barrages aussi constituent des lieux de défiance entre population et FDS. Il y a un enquêteur qui me rendait son témoignage. Il a dit qu'il a été menacé par un militaire. Et le militaire lui a dit, si tu fais, je peux te tuer. Et je vais aller dire à la préfecture que il a attrapé un djihadiste, il voulait contourner la frontière. Donc quand tu arrives à ces barrages, tu ne peux pas faire autrement. Parce que nous avons un acteur qui profite de la fermeture des frontières pour stocker de l'argent aux populations. Et nous avons un autre acteur qui n'arrive pas à se défendre, qui est victime d'abus. Au niveau de ces barrages, vous avez vu que dans les constats, dans les objectifs, nous avons parlé des objets autour desquels émergent des tensions. Et c'est au niveau de ces barrages que les objets naissent. Le premier objet, nous avons le problème du racket. Quand tu arrives à un barrage, je suis arrivé, le policier, on a d'abord trouvé les agents des eaux et forêts. Non loin de là, on a trouvé les gens de la douane. C'est une seule personne qui a arrêté. Parfois même, c'est en Acadie, ils ont pris pour fermer la voie. Mais quand tu arrives là, c'est un barrage. Et c'est sur la piste de contournement. Quand tu arrives là, il te dit, il faut donner quelque chose, tu vas passer. Il faut soulever le barrage ou bien il faut donner pour nous. Il ne demande pas qui tu es. Il ne demande pas où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, ou bien qu'est-ce que tu as dans le sac. Il ne contrôle rien. Si tu donnes simplement ce qu'il te demande, il te laisse passer. Et c'est le nombre de barrages qui constitue un objet de tension entre les FDS et la population. Le montant aussi demandé. Quand tu arrives là, on te demande de payer 2 000 francs. 2 000 francs, ça varie. 2 000 francs si tu vas juste pour revenir. Mais si on voit que tu as des personnes, quand ils regardent, ils savent que ces personnes peuvent avoir de l'argent, on peut leur demander plus. Les Peuls même qui passent, ils sont encore plus confrontés à ça parce qu'ils savent que les Peuls n'ont pas les pièces. Donc quand ils arrivent, on leur dit que vous savez que les frontières sont fermées. Vous n'avez pas les pièces. On leur colle un montant et ils sont obligés de payer cette somme-là. Il y a également, comme je disais, la question Peul. Arrivé à ces frontières, les Peuls, on leur dit, d'abord, on te met dans une situation où toi-même tu sais que tu es en erreur. On demande aux Peuls, il y a un enquêteur qui me disait, arrivé là, ils m'ont demandé de faire sortir ma pièce. Et j'ai fait sortir la pièce. L'agent de sécurité me dit, toi tu es un Peul et tu as la carte d'identité nationale. Pourquoi tu peux avoir la carte d'identité nationale?
Donc, c'est comme ils ne considèrent pas les Peuls comme étant des Ivoiriens. Et ça, c'est un objet de tension entre les FDS et les populations. Le troisième objet de recherche, nous avons la question du racket, nous avons également la question des pièces de moto, ou bien même des engins qui passent là. Arrivé là, toutes ces populations qui passent, il se trouve qu'ils n'ont pas toutes les pièces. Ils n'ont pas toutes les pièces. Et quand tu as toutes les pièces qui manquent seulement le casque, le FDS qui est là, il te demande forcément de payer quelque chose. Et l'agent, la personne qui est en train de passer là, il s'est dit qu'il a la plupart des pièces, mais c'est seulement le casque qu'il n'a pas. Le fait qu'on lui demande l'argent, ça devient un objet de tension là. Et cette affluence sur les barrages, la nuit, et les barrages qui sont des lieux de cristallisation peuvent constituer des terreaux fertiles aux groupes extrémistes. Parce que tout à l'heure, dans la présentation du docteur, il a dit que les groupes extrémistes profitent de toutes ces fragilités-là pour s'infiltrer dans les localités. Pour collecter ces données, nous avons été confrontés à des difficultés et à des défis. Le premier défi, c'était l'accès aux populations, notamment les FDS. Ils étaient réticents. Ils avaient une phrase qui répétait « Tu es une civile, on ne peut pas tout te raconter ». Il y avait aussi la question de la barrière linguistique. Ce n'est pas toutes les langues que je comprenais, comme la langue Peul, le Malinké, le Guimini. Comme limite, cette étude a été menée seulement dans une seule zone frontalière de la région de la Bagoué, dont nous ne pourrons pas être prétentieux pour dire qu'elle peut contribuer à tout. Il y a aussi la durée de l'étude. Pour un sujet aussi sensible, il fallait s'immerger dans la population, faire une longue durée, mais ça n'a pas été le cas. La politique de terrain, c'est-à-dire les stratégies de contournement pour surmonter toutes ces difficultés, nous avons eu à inviter les FDS de façon amicale dans des lieux de restauration. Et ça, c'est le biais d'un facilitateur communautaire que nous avons pu faire ça. Nous avons eu aussi à recruter des interprètes sur le terrain avec l'aide des facilitateurs d'ICOLACES. Les points à creuser. La question de l'identité Peul. Nous devons faire une recherche encore approfondie sur cette question Peul. Nous devons aussi faire des analyses approfondies sur des enjeux socio-économiques et politiques du maintien de la fermeture des frontières. C'est-à-dire, pourquoi jusque-là, les frontières sont restées fermées malgré la démultiplication des pistes de contournement. Nous voulons aussi faire des analyses approfondies sur la qualité des accès des services sociaux de base. Parce qu'il y a les populations au niveau de la localité de Tingrila qui laissent les hôpitaux et ils vont dans les autres villages à Kakoli pour se faire soigner. Nous voulons faire une ethnographie encore plus fine des pistes de contournement. Quelques enseignements à tirer. Ce ne sont pas des recommandations, mais à travers cette étude, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer? On peut retenir que la fermeture des frontières participe à la multiplication des pistes de contournement. La fermeture des frontières aussi participe au poste illégal sur les voies de contournement. On peut retenir aussi que la fermeture des frontières est une décision administrative qui donne lieu à la marchandisation des services publics de base. Et la fermeture des frontières amplifie le phénomène du racket. La multiplication des frontières aussi participe à la stigmatisation et à la marginalisation des non-nationaux. Je vous remercie. Ma question se réfère à la présentation importante de Madame Yao. Merci encore. Et moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de comportement chez les FDS. J'ai un exemple d'un pays qui est très loin de la Côte d'Ivoire, c'est la Géorgie, en Europe de l'Est, où on a où toutes les personnes qui ont participé à de la corruption ont été
démissionné ou laissé partir, donc ils n'ont pas pu garder leur travail. En plus, ce qu'on a fait, c'est pour les services publics, tout à fait, tout est payé en ligne pour qu'on ait une trace des paiements aussi. Et une dernière mesure, c'était d'augmenter les salaires des forces de défense et de sécurité. Parce qu'en fait, on a trouvé qu'ils ne gagnaient pas beaucoup et pour pouvoir survivre, disons, ou gagner leur vie, ils ont participé à de la corruption. Donc je me demande si cela pourrait être utile pour la Côte d'Ivoire aussi, si c'est faisable, praticable. Une question pour Dr Sawadogo. Bon, on dit que à ce jour, à peu près 90% des membres des groupes armés terroristes au Burkina seraient effectivement burkinabés. Je ne sais pas, un, si c'est vrai, et deux, si c'était vrai, est-ce qu'on peut dès lors parler plutôt d'une guerre civile au Burkina Faso ou pas? Quelle est votre analyse de ça? Et bon, au Mali, pendant un certain moment, on parlait beaucoup d'un éventuel dialogue entre l'État et les groupes armés terroristes. Quelles seraient les perspectives d'un tel dialogue au Burkina Faso, ou est-ce que c'est complètement à écarter? Merci. Moi, j'avais plutôt quelques contributions par rapport aux deux présentations. Déjà, la présentation de Mme Yao par rapport aux raquettes. Par rapport à ça, j'aimerais partager une expérience aussi qui devrait attirer notre attention sur le fait que ça constitue vraiment un problème. À Bouna, en avril de 2022, quand je passais, on a vu des postes qui ont été érigés par les FDS à un endroit. Et on est reparti en septembre. L'arbre qui constitue un peu le poste a été coupé et a été remplacé par une tente qu'ils ont improvisée. Et quelqu'un a dit, bon, la première fois, c'est l'arbre qui a été coupé parce qu'il y avait trop de raquettes sur ce axe-là. La prochaine fois, la tente improvisée sera détruite. Après la tente improvisée qui sera détruite, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je pense qu'il y a eu ce genre de cas-là aussi au Burkina où ces checkpoints-là ont été carrément détruits et des personnes ont été tuées à cause de ça. Donc, je pense que c'est une question à laquelle il faut vraiment faire attention aussi. Et ça me ramène à la deuxième présentation où j'ai compris que autant les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de résilience peuvent constituer des opportunités même pour l'extension de ces IVI-là parce que c'est un phénomène dynamique. Voilà. Autant ils peuvent utiliser les vulnérabilités, autant ils peuvent utiliser les facteurs d'adaptation ou de résilience pour s'étendre. Et le troisième point, on a beaucoup parlé sur les facteurs de résilience des communautés, les atouts qu'ils avaient pour pouvoir faire face à toutes ces menaces-là, mais on n'a pas assez abordé la question du rôle de l'État par rapport à ça. C'est vrai, on organise beaucoup de dialogues communautaires, tout ce qu'il faut pour soutenir la communauté, renforcer les résiliences, mais qu'est-ce que l'État fait pour accompagner cela? Quand les agences, les partenaires financiers vont sur le terrain pour soutenir ces cadres de dialogue-là, pour renforcer la résilience des communautés, et qu'on n'est plus là après, qu'est-ce que l'État fait pour continuer dans cette dynamique-là? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les facteurs locaux qui alimentent l'extrémisme violent, ça varie d'un endroit à un autre et ça évolue dans le temps. Mais il y a un facteur commun à tous les contextes, c'est la fragilité de l'État. C'est la fragilité des relations entre l'État et les populations. Donc je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question de la responsabilité de l'État aussi
face à ces défis-là. Merci. Oui, merci. Je voudrais me joindre à mes prédécesseurs pour féliciter tous les intervenants. Je suis docteur Niamien du système des Nations Unies ici à Korogo. Et juste pour dire que les deux premiers intervenants ont parlé d'un point commun par rapport au contournement. Et je voudrais dire qu'on a eu à financer également une étude en 2021 réalisée par le CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, qui a mis également en évidence ces sites de contournement au niveau de repos. Et je pense qu'ils ont mis en évidence environ une quarantaine de sites de contournement. Et ça, c'était au plus fort de la crise de la Covid, avec la fermeture des frontières. Et je pense que ces voies de contournement ont donné lieu à une activité florissante de ce qu'on appelle des passeurs. Donc, c'est des jeunes qui en ont fait leur métier et à la tombée de la nuit, ou bien avec la complicité des forces de l'ordre, dans la zone de repos, faisaient passer des personnes des frontières vers la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que ça a été dit aussi par d'autres études. Ne croyez pas que c'est seulement dans la zone de Tengrela, mais il y a également dans les autres zones, et c'est confirmé par d'autres études. Donc, je pense que c'est vraiment important parce que ces zones de contournement-là sont des zones où des groupes extrémistes également peuvent emprunter pour pouvoir attaquer les forces de l'ordre. Donc, je pense que ça, c'est un élément à prendre en compte. On pourra peut-être en discuter après, lorsqu'on parlera après des solutions à apporter à ces défis-là. Je pense que ce serait important de mettre le doigt dessus. Deuxièmement, je voudrais poser une question à Dr Sawadogo. Je pense qu'il a parlé dans son intervention du fait que la Côte d'Ivoire se trouve actuellement à ce niveau-là, au niveau de 2017 du Burkina. Donc, je vais dire à un niveau où on commence à se préparer, à réfléchir à toutes ces réponses qu'on va avoir. Mais le Burkina a toujours été un pays qui a mis en avant tout ce qui a comme approche communautaire. Ils étaient vraiment en avant sur les mécanismes communautaires. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le docteur peut nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Vu que, je vais dire, tout ce qui est communautaire sont un levier de résilience, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et également, qu'est-ce qui peut nous conseiller, vu que nous sommes dans une situation 2017 du Burkina, qu'est-ce qui peut nous conseiller pour que nous puissions renforcer véritablement ce volet communautaire dans nos zones pour faire face à la montée de cet extrémisme violent? Merci. La dame a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que les FDS arrêtent de racketter. Elle a aussi fait des propositions de solutions. Je pense que pour que les FDS arrêtent de racketter, on doit sensibiliser sur le risque lié aux rackets dans un contexte d'extrémisme violent. Et l'on doit mettre l'accent sur la sanction. C'est-à-dire, on te prend de la façon, le commissaire de l'État fait, il se met dans un véhicule et il se joue au passager, il arrive là, il constate ce qui se fait au niveau des barrages. Et si toi, il t'attrape en train de racketter, il y a une sanction qui t'est collée. Donc, on doit procéder ainsi. Elle a également dit que dans leur pays, on augmente les primes, ou bien ils ont des primes. Mais je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est une opportunité pour les FDS d'avoir de l'argent ou bien de soutirer. Parce que je causais avec un FDS, il dit on les a affectés, ses collègues. Mais lui, en tout cas, il a eu la grâce de rester dans la localité parce que la localité, c'est juteux. C'est juteux en quel sens? Parce que là-bas, il y a plusieurs manières de faire pour avoir de l'argent si facilement. Et également, j'ai dit que j'ai invité les FDS dans des espaces de restauration. On était en train d'échanger, c'était la nuit, c'était au bord de la voie. Et il y avait des gros camions qui passaient. Et il y a un FDS qui a dit si actuellement j'étais à la frontière, j'allais avoir 300 000 facilement. J'ai dit comment? Il dit mais tu vois ces véhicules qui passent,
En un clin d'œil, je pouvais avoir 300 000 avec eux. Donc, je me dis, tout ce qu'on va faire, c'est comme c'est une culture qui en eux, une manière pour eux d'avoir de l'argent. Donc, même si on augmente les primes, ça sera toujours la même chose. Je pense bien même que les FDS sont encore plus payés même que les professeurs. Qui m'en parlent.